Lionel Royer-Perrault, alors vous êtes le président de 13 Habitat, donc un bailleur social. Vous êtes aussi maire de secteur, hein, on pourra en parler, des 9 et 12e arrondissement, 10e arrondissement de Marseille. Alors, d'abord, sur 13 Habitat, quelle observation aujourd'hui, comment ça se passe dans votre parc? Quelles sont quelque part les nouvelles relations peut-être qui s'installent dans les logements? Bon, bah, écoutez, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, le grand avantage que je peux avoir, c'est ce regard croisé de maire d'arrondissement et de président de bailleur social. Bon, d'abord, très sincèrement, là, à l'instant où nous nous parlons, nous gérons l'urgence sociale. Parce que cette crise a quand même plongé beaucoup de familles dans des situations de grande précarité. Jean Viard venait à l'instant d'évoquer ces personnes qui ne sont pas toujours identifiées, ne travaillent pas nécessairement de manière très déclarée, et ce sont elles qui aujourd'hui sont les premières plongées dans la grande précarité. Ça provoque des tensions en termes de sécurité, hein, quand même. Il ne faut pas se le cacher la face. Le fait que les frontières soient fermées, le fait que ceux qui vivent des trafics et qui n'ont plus les moyens de trafiquer créent des tensions et déplacent les trafics sur d'autres enjeux, notamment sur tout ce qui est cambriolage ou autre, ou notamment sur, je dirais, des pratiques liées à l'oisiveté, type rodéo urbain, qui ne cessent de se développer dans les quartiers populaires comme dans les quartiers résidentiels, soit dit en passant. À côté de ça, nous avons un public qui travaille, qui était dans, je dirais, l'outil productif et qui a été projeté soit dans le chômage partiel, soit dans le chômage tout court, et donc avec des gens qui voient leurs revenus baisser drastiquement et qui, eux, se retrouvent dans des difficultés éventuellement de payer leur loyer. Donc, c'est la raison pour laquelle 13 Habitat a mis en place un dispositif d'accompagnement personnalisé qui permettent de reporter, de lisser les loyers en fonction des situations dans lesquelles chacun se trouve. Et puis en même temps, nous avons été confrontés à un problème d'isolement, notamment pour les publics âgés qui se sont retrouvés là aussi projetés plus rapidement dans l'isolement que d'autres. Et donc là aussi, ce que nous faisons, c'est d'avoir des appels auprès des publics donc isolés, de manière à les identifier et de manière à les remettre en contact avec la population, avec les services sociaux, les centres sociaux, CSAS. Donc ça, c'est vraiment le travail d'urgence sur lequel nous travaillons et qui nous prend quand même beaucoup de temps. Après, cette crise, elle montre là aussi, alors pas tout à fait quand même d'accord avec ce qui a pu être dit ou écrit ce matin dans la Provence, pas nécessairement convaincu que les quartiers populaires aient mieux suivi les règles de confinement. En tous les cas, ce que j'ai pu en constater, c'est pas tout à fait le cas, notamment sur les jeunes publics Président de qui, région. oui, vous savez, tout le monde peut avoir son approche. Moi, mon approche du quotidien, c'est que notamment les jeunes publics n'ont pas respecté le confinement, et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que les bailleurs sociaux, depuis très longtemps, produisent du logement social donc en nombre, parce qu'il y a une politique publique qui est portée de vouloir construire du logement. Chaque ministre a son objectif qui est toujours plus grand que le précédent, mais qui ne se réalise jamais parce qu'on n'a aucun moyen pour les réaliser à cette ampleur-là. Mais par contre, on produit du logement social avec des effets de mode qui correspondent à ce que fixent les promoteurs, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la grande partie de la production neuve de logement social se fait en VFA. Et donc, aujourd'hui, les promoteurs travaillent sur des ratios financiers et on se retrouve avec des T3, par exemple, à 57 mètres carrés, 55 mètres carrés. Bon, des T3 à 57 mètres carrés, quand vous êtes en couple avec un enfant, en période de confinement, ça montre très rapidement ses limites. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des enfants qui se retrouvent C'est en ça, pied d'immeuble parce que ça. vous avez la pièce de vie C'est qui fait à peine 20 mètres carrés avec pièce de vie, cuisine plus plus salle à manger. Donc, et on se retrouve avec de la production de logements sociaux qui, en superficie, qui s'apparente quelquefois à ce qui se faisait à l'époque du Front populaire. Alors, j'exagère un peu en disant ça, mais au Front populaire, parce qu'il fallait construire, on construisait, donc chacun devait avoir son logement.
Et on se retrouve avec, en 1936, des appartements qui faisaient des 45 mètres carrés. Alors aujourd'hui, on a pris 10 mètres carrés de plus. Sauf que quand vous rajoutez des normes, du fait que vous devez avoir des tailles spécifiques pour l'accès aux handicapés et que vous retrouvez quelquefois avec des salles de bain qui vous font 10 mètres carrés quand votre séjour fait 17 mètres carrés, bon, vous en arrivez à l'absurdité de la chose. Donc tout ça pour dire que le confinement a montré quand même les limites des structures de vie qui soient, je dirais, très petites et qui ne correspondent pas à la qualité de vie. Et donc, je pense que nous allons devoir, les uns et les autres, faire des efforts pour que un T3, c'est à minima 63, 65 mètres carrés, un T4, c'est à minima 72, 75 mètres carrés, parce que quand vous êtes confronté à ces confinements, et de ce que j'en comprends, de ce que j'en lis en tous les cas, on devrait être de plus en plus confronté à ce type de problématique avec la démultiplication des pandémies. En tous les cas, on nous annonce des pandémies tous les 10 ans. Donc, ça doit être finalement quelque chose que nous devons mieux penser. Deuxième chose, nous avons la grande politique qui a été menée dans tous les centres urbains de France, ça a été de construire la ville sur la ville, c'est-à-dire l'hyperdensité. Bon, je pense que l'hyperdensité, à terme, finit par avoir des conséquences sur, je dirais, la cohabitation. Voilà, en période de confinement, la cohabitation est difficile quand vous êtes hyper densifié, que vous avez des immeubles à R plus 12, 15, vous voyez Euroméditerranée, c'est ça, on a hyper densifié. Personne n'a remis en cause ce concept, c'est un concept qui, quelque part, était partagé par le plus grand nombre. Donc ça, c'est un vrai sujet. Moi, à titre personnel, depuis que je suis président de Très Habitat, je ne construis plus de logements sociaux à plus de 60, 70 logements par opération. Voilà, parce que il y a très longtemps, j'ai bien anticipé ou compris qu'il y avait quand même un sujet en termes de cohabitation. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc repenser la ville de demain, c'est aussi se poser cette question de l'hyperdensité. Après, on a eu un autre phénomène qui a été le phénomène de l'hyperspécialisation des espaces. Voilà, ça fait 20 ou 25 ans, même peut-être un peu plus, où on repense les espaces en fonction de leur fonctionnalité et non pas en fonction de la mixité des usages. Donc, on fait des espaces hyper commerciaux, on fait des espaces d'hyper résidentialisation et on oublie de faire les espaces où on fait les habitations avec les commerces en pied d'immeuble. Vous allez, par exemple, du côté de tous les grands centres urbains qui se sont très largement développés, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Lyon, que ce soit dans la région parisienne, que ce soit à Euroméditerranée qui n'a pas échappé à l'effet de mode, eh bien, vous vous retrouvez avec des habitations, ça n'y a aucun sujet là-dessus, sauf que vous n'avez plus le boucher, vous n'avez plus le boulanger, vous n'avez plus le commerce de proximité. Or, je crois très sincèrement que faire communion, faire le vivre ensemble, c'est aussi cela. Et donc, il y a une inflexion, me semble-t-il, à avoir sur la dualité hyper-densité, hyper-spécialisation des espaces. Quatrième élément, bien sûr que ces espaces doivent, enfin, ces logements sociaux doivent mieux s'intégrer dans la ville et mieux être connectés à la ville. Donc, il y a l'enjeu des mobilités et je rejoins ce que disait pour le coup la Janvière sur cela, à savoir que les gens des quartiers, notamment, je les vois rarement se déplacer en vélo. Ne serait-ce que d'abord parce qu'ils sont éloignés de là où il peut y avoir des pistes cyclables, premièrement, et c'est vrai qu'en plus dans cette ville, c'est 2 fois et demi Paris, cette ville. Donc l'approche de la gestion de l'aménagement du territoire est nécessairement différente de ce que l'on peut avoir à Paris. À Paris, celui qui habite Paris, il est entre son domicile et son lieu de travail, grosso modo en moyenne, dans un rayon de 5 kilomètres. Bon, ici à Marseille, ça n'est absolument pas le cas. Donc, c'est sûr que l'approche du déplacement, elle est nécessairement différente. Ceci dit, il y a quand même beaucoup de retard qui a été pris. Et donc, moi, je pense qu'il faut quand même reconnecter les quartiers nord-sud par un transport en commun qui n'existe pas. Les travaux ont commencé et il faut qu'ils, bien évidemment, se poursuivent. Il faut un maillage plus grand sur des transports doux de type vélo
en hypercentre, parce que là, on est sur des rayons qui nous permettent d'actions, qui nous permettent de se déplacer sur des déplacements courts avec ce mode de déplacement. Et donc ça, j'y suis très favorable. Et si on peut, si cette crise peut nous permettre d'aller vers cela avec des aménagements peut-être plus temporaires, eh bien, moi, j'y suis tout à fait favorable. Mais par contre, je suis assez d'accord sur le fait que la crainte que génère cette crise, eh bien, enchaînera ou entraînera du moins le fait que les gens se mélanger. Bon, il va y avoir des craintes, donc on risque d'avoir un retour vers la voiture très fort dans une ville où déjà, je dirais, la culture voiture est déjà quand même aussi très prégnante. Après, sur l'aménagement des espaces publics, je pense que là aussi, il faut éviter les effets de mode. Jean Viard était à la communauté urbaine, à l'époque on siégeait ensemble quand la décision a été prise de la semi-piétonisation du Vieux-Port. Bon, rappelez-vous les débats. Certains aménageurs, et je crois que nous avons une de nos architectes urbanistes présentes qui avait présenté un projet beaucoup plus, je dirais, arboré. Bon, les architectes urbanistes ont leur effet de mode. Et ça fait 10 ans qu'on nous vend la minéralisation des espaces publics. 10 ans. Vous allez dans toutes les villes, on vous vend des projets qui sont très beaux sur le papier. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de végétalisation. Et maintenant, eh bien, on commence à briser, je dirais, cette tendance de mode et nous-mêmes, nous faisons, et on le voit sur Marseille, il y a une très grande volonté de la présidente de la métropole d'arborer, donc on va végétaliser de plus en plus. Donc tout ça pour dire que je pense que cette crise, bien sûr, nous amène à repenser plein de choses. C'est incontestable. On a tous été dans notre corps, dans notre chair, pour certains d'entre nous touchés par le virus. Nous avons perdu des amis. Donc, c'est une crise qui ne va pas laisser indifférents. Nous avons en même temps nous sommes confinés, donc ça nous a obligés à repenser notre mode de travail. Et je suis assez d'accord sur le fait que les cadres, globalement, moi je vois 400 agents sur 800 de 13 habitats sont en télétravail aujourd'hui et très vraisemblablement nous allons poursuivre cette politique de télétravail. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux nouveaux. Je pense qu'il faut profiter de cette crise pour pour pousser les entreprises un peu dans leur retranchement sur les horaires de travail, voilà, pour que tout le monde n'aille pas en même temps travailler. Je pense qu'il y a une marge. On a vu que c'était possible durant cette crise, donc il y a peut-être des choses à faire pour quelque part institutionnaliser cela. Mais après, ne nous leurrons pas. Je veux dire, cette crise ne va pas tout révolutionner non plus. D'abord parce que nous sommes sur des schémas économiques qui sont quand même profondément ancrés. Nous sommes sur un outil productif, contrairement à la Seconde Guerre mondiale, qui est quand même encore existant. Seconde Guerre mondiale, l'outil productif, il fallait le reconstruire. Aujourd'hui, il est là, il a été mis en veille. Donc, cet outil productif, il va falloir bien évidemment le remettre et il va remonter en puissance assez naturellement. La seule chose, c'est qu'effectivement, il va y avoir des inflexions, il va y avoir des réorientations. Et là où je rejoins Jean Viard, c'est que cette crise, notre capacité à nous réadapter, notre capacité à nous repositionner dans la concurrence que se livre le territoire, elle sera surtout, elle arrivera si nous sommes en hyper-réactivité, c'est-à-dire notre capacité à réagir rapidement. Voilà. La crise, elle est là, elle nous a fait poser un certain nombre de fondamentaux, elle nous a fait repenser certaines choses qu'on pensait établies, on se dit finalement, on doit pouvoir faire différemment, incontestablement, mais les territoires qui s'en sortiront seront ceux qui auront la capacité, la réactivité pour se repositionner dans ce qui finalement est une concurrence exacerbée, et c'est là où notre territoire doit avoir sa vision des choses, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi, d'ailleurs, sachez-le, en interne à la métropole, en interne au département aussi. Je connais moins la région puisque je n'y siège pas, mais je sais qu'il y a des réflexions qui sont déjà menées pour voir comment on peut nous réadapter et comment on doit infléchir nos grands documents stratégiques qui ont été votés par les collectivités, que ce soit les PADD, les PAE, les PDU, les PLU, bref, tous ces documents qui, quelque part,
ont été votés, mais qui vont devoir quand même être réinfléchis. Merci. Juste une question avant de passer la parole à Laure de Buzon sur la problématique de densification. Si on ne densifie pas le logement, on va l'étaler. Et donc, est-ce qu'on ne repart pas sur un Non, étalement non, urbain qui non, serait… non. Non. Je pense que, notamment dans cette ville, d'abord, moi, il n'y a pas d'études encore réellement faites, mais je pense que si on a été moins touché dans cette ville qu'ailleurs sur le Covid, c'est parce que justement cette ville est quand même peut-être plus étendue. Et d'ailleurs, si on regarde bien aussi, là où on a eu des cas de Covid avec des clusters, sur certaines communautés d'ailleurs notamment, c'est là où il y avait une hyperdensité, où il y avait des pratiques culturelles où on vit beaucoup plus en famille, beaucoup plus replié sur soi. Et donc, il y a des choses qui sont relativement intéressantes à analyser de ce fait. Non, je ne pense pas qu'il faille aller là, même s'il y a un besoin de nature incontestable qui s'est manifesté, pas depuis le Covid, mais qui peut-être a anticipé la chose, même si effectivement on sent bien que quand vous êtes en confinement, vous vivez en maison avec un jardin, c'est quand même beaucoup plus agréable que lorsque vous êtes dans un appartement sans mono-orienté au nord, sans balcon, incontestablement. Mais enfin, il faut se le dire aussi, on ne va pas faire de la maison de ville partout. D'abord parce que ça prend beaucoup d'espace et que là aussi, ça coûte cher et que le logement social en maison de ville, ça va être aussi compliqué. Donc, par contre, je pense qu'il y a un véritable enjeu de réhabilitation du bâti existant, ancien. On est dans une ville qui a 2600 ans d'histoire, donc nécessairement, il y a un sujet là-dessus. Et là, à mon avis, il faut que les aides qui existent pour notamment accompagner la transition énergétique, pour réhabiliter les logements, il faut qu'elles soient beaucoup plus massives et beaucoup plus globales. Vous ne pouvez pas envisager, par exemple, la réhabilitation d'un bâtiment ancien simplement avec une aide par-ci pour refaire les façades, une aide par là pour refaire le chauffage, une autre aide pour refaire les huisseries. Bon, c'est trop compartimenté. Et les aides, quand vous êtes bailleur, privé ou public d'ailleurs, ne sont pas suffisamment incitatives pour avoir une politique globale. Et c'est peut-être aussi une des raisons qui fait que dans notre ville, eh bien, certains bâtis anciens ont du mal à se réhabiliter sur des temps plus courts. Donc, je pense qu'il y a des produits sans doute financiers à trouver par le biais de la Caisse des dépôts notamment, puisque c'est aujourd'hui quand même un grand comment dire, une institution qui peut nous aider sur ces politiques de l'habitat pour peut-être avoir des prêts plus longs avec des aides plus massives, ce qui existe pour les bailleurs sociaux, mais parce qu'aujourd'hui, un bailleur social, il emprunte sur 60 ans, par exemple. Oui. Donc, je ne dis pas que pour un bailleur privé, il faille sur 60 ans, c'est peut-être pas l'échelle la mieux, mais peut-être qu'on pourrait dépasser cela, les 10-15 ans qui sont usuels en la matière, pour inciter à des réhabilitations beaucoup plus importantes. Voilà. Après, dernière chose que je voudrais rajouter, parce qu'il y a un phénomène qui est en train émergent chez les bailleurs sociaux qui finit par me poser un peu problème, c'est qu'aujourd'hui, la politique du gouvernement, c'est de s'appuyer sur CDC Habitat pour développer, en quelque sorte, c'est son outil, son outil pour développer sa politique du logement social. CDC Habitat est en train de truster toute l'acquisition de logement social. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous, bailleurs, nous n'avons plus la capacité de suivre les offres que fait CDC Habitat aux promoteurs immobiliers, notamment sur les opérations en VFA. Et donc, on risque d'avoir un méga bailleur je ne suis pas tout à fait certain que ce soit nécessairement la bonne solution. D'autant plus que, comme souvent en période de crise, les bailleurs sociaux sont les amortisseurs du secteur du bâtiment, c'est-à-dire qu'on achète quand les gens ne peuvent plus acheter, nous on achète, ce qui fait que ça nous permet de répondre aux besoins de logements sociaux qui nous sont fixés par l'État, mais du coup, on n'a plus la possibilité d'avoir des exigences sur la qualité des logements. Or, je dis qu'il va falloir une exigence très forte là-dessus
Et je réponds aussi à Jean Viard sur l'habitat inclusif, à savoir mélanger les personnes âgées avec les personnes, je dirais, vaillantes ou plus jeunes. Sachez qu'il y a des expériences qui se font. Hein. On est déjà sur des schémas-là. Il y a un programme que nous avons livré à Aubagne. Nous avons un programme que j'ai livré à Saint-Loup. Donc, on tend vers ça. On est loin de sa généralisation, mais on tend quand même vers ce type de programme dont on sent bien quand même qu'il peut avoir une pertinence dans le lien intergénérationnel et donc dans l'appui de solidarité dont on a besoin, notamment en période de crise, mais pas seulement.